Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine hebdomadaire dédié à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, le réemploi solidaire versus le réemploi lucratif. Face à des acteurs fructueux comme Vinted, les acteurs du réemploi solidaire s'organisent. Ils ont décidé de créer l'Union pour le réemploi solidaire pour fédérer et peser sur le secteur. Nous faisons le point avec une des structures du réseau dans un instant. Également, dans cette émission, le débat sera consacré à nos prairies. Au-delà de contribuer à la beauté de nos paysages, elles servent notre agriculture, notamment à nourrir les élevages. Pour mesurer leur croissance, vient de naître l'Observatoire national de la pousse de l'herbe. Enfin, faites du vélo pour aller au boulot, c'est plus écolo. Accompagner les entreprises et les salariés dans leurs projets de mobilité durable, eh bien, c'est l'idée de la start-up Be2Green. Nous verrons comment en fin d'émission. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans Smart Impact, c'est parti. La guerre est-elle déclarée entre les acteurs du réemploi solidaire et ceux du réemploi lucratif ? Une chose est sûre, les premiers s'arment pour continuer de peser dans la filière. Fédérer les acteurs du réemploi solidaire, c'est l'objectif derrière la création de l'Union pour le réemploi solidaire, cofondée fin février par 6 structures de l'ESS. C'est le cas du réseau national des ressourceries et recycleries. Nous recevons pour en parler sa secrétaire générale, Catherine Mèche-Courdy-Maria, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact, Catherine. Merci beaucoup d'être avec nous. La genèse de ce projet fédérateur, je crois que c'est la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie solidaire, qui date de 2018, c'est ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que cette loi a créé ? Alors, la loi AGEC, elle a eu plein de conséquences, mais pour le réemploi, elle a eu le mérite de poser le réemploi en débat public. C'est-à-dire, les gens parlent beaucoup de recyclage, ils ne savent pas que le réemploi est prioritaire sur le recyclage. L'autre impact très important pour le réemploi, c'est la création des fonds réemploi qui obligent les éco-organismes qui collectent des éco-contributions. Quand vous achetez un vêtement, il y a une éco-contribution qui va dans un éco-organisme qui est chargé de gérer la fin de vie de son produit, donc de le financer. Voilà. On a fait du plaidoyer avec la société civile pour que les éco-organismes consacrent 5% de leurs éco-contributions aux acteurs du réemploi solidaire, c'est-à-dire aux acteurs de l'ESS qui font du réemploi. Donc ça, c'est une grande avancée pour le réemploi solidaire qui permet de solvabiliser l'activité de nos adhérents et des ressourceries, recycleries et acteurs, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Ce qui n'est pas simple, cette question de la rentabilité pour vous ? C'est pas simple. Alors, il faut comprendre la différence. Il y a plein de différences entre le réemploi solidaire et le réemploi lucratif. Une différence fondamentale, c'est quand les gens nous apportent leurs objets, nous on prend tout. On prend les fourchettes, les assiettes, le canapé un peu défraîchi et on s'en occupe. On le trie, on le nettoie, on le remet en vente. Si on ne s'en occupait pas, ces objets finiraient dans les incinérateurs, dans les centres d'enfouissement. Et donc vous dites aujourd'hui que le réemploi lucratif ne prend pas tout, c'est ça ? Non, le réemploi lucratif, il écrème les gisements. Sa vocation à lui, c'est de faire du bénéfice, du profit, de rémunérer ses actionnaires. Donc tout ça, ça ne l'intéresse pas. Or, pour équilibrer nos modèles économiques, on a besoin de tout. On a besoin de la fourchette, mais on a aussi besoin du bel objet, là, qui coûte un peu cher, qu'on va pouvoir vendre à un juste prix, qui permet d'équilibrer l'ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, c'est l'intérêt général qui nous guide. Donc, cette mission d'intérêt général qui fait économiser de l'argent au pouvoir public, il n'est pas une anomalie qu'on demande que les pouvoirs publics solvabilisent notre modèle. Alors, aujourd'hui, les acteurs lucratifs, ils sont dopés à la levée de fonds par des investisseurs. Ils cherchent leur modèle économique, ils ne l'ont pas encore trouvé. Et nous, nous, on ne peut pas faire appel à ça, mais on a besoin d'un soutien de la puissance publique. Mais quand on voit, pour citer Vinted, parce que c'est celui qu'on connaît le plus, la plateforme, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de presque 600 millions d'euros. C'est une hausse de 60% par rapport à l'année précédente. C'est pas quand même une bonne nouvelle pour vous, pour le secteur du réemploi ? Comment vous analysez ces chiffres ? Écoutez, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. Alors, une bonne nouvelle que les gens se disent il faut acheter du réemploi, si tant est que ce soit pour les bonnes raisons. Le problème, c'est l'effet rebond du réemploi. Aujourd'hui, si les gens revendent de façon compulsive leurs objets, si c'est pour acheter du neuf, parce que c'est le cas dans 70% des cas, 70% des gens qui revendent les objets sur ces plateformes vont acheter du neuf. Donc on a le réemploi qui stimule l'achat de neuf. On n'est pas dans la sobriété, là. On n'est pas dans la préservation des ressources naturelles et la réduction des déchets, qui est notre objectif à nous. Donc, il y a des effets de bord tout à fait pervers au développement de ces plateformes, au-delà du fait que ça érode la culture du don, c'est-à-dire que les gens, au lieu d'aller nous donner leurs objets, les revendent. Ça participe à une grande marchandisation généralisée de la société. Est-ce très positif d'envisager de vendre tout le temps et d'être obsédé par ça ? Des chercheurs ont objectivé le fait que ces plateformes, dont Vinted, stimulent la turbo-consommation.
Donc le bilan, il est très mitigé là-dessus. La question de fond, c'est la sensibilisation des personnes. Voilà, si j'achète du réemploi... Et les changements de comportement. Et selon vous, avec des plateformes comme celle-là, c'est pas vraiment encore le cas. Non seulement ça ne change pas, mais ça les fait dévier dans le mauvais sens. Mais puisqu'on parle de changement de comportement de consommateurs, moi, je voudrais quand même, parce qu'on lance une campagne avec Zero Waste, les Amis de la Terre, sur la phase déco, après la phase fashion, la phase déco, la mère de toutes les batailles, c'est la lutte contre la surproduction. Il faut réduire les mises de marché de produits en accord avec les accords de Paris. Voilà. Et moi, j'aimerais bien lancer un autre concept, c'est le changement de comportement des législateurs, qui prendraient la mesure du problème et qui se mettraient à interdire un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple. Par exemple, oui. J'ai eu un échange très croustillant avec une journaliste, là, cette semaine, parce qu'on parlait de ça, et elle me dit, mais on ne peut pas interdire aux entreprises de produire. Alors là, je lui réponds, effectivement, mais c'est la liberté d'entreprendre. Elle est précieuse, ça fait partie des libertés fondamentales. Mais la liberté de vivre sur une planète habitable, c'est pas important aussi? Donc on a tellement baigné depuis 40 ans dans la liberté, le marché, les entreprises doivent entreprendre, on peut rien faire, qu'on a oublié que la liberté principale de tout être humain, c'est de pouvoir respirer de l'air pur, avoir de l'herbe qui pousse, je sais que c'est le sujet suivant, et avoir des ressources... Non mais franchement, donc je pense qu'il faut qu'on sorte de la boîte là, et qu'on se mette à interdire certaines mises sur le marché. Nous, on est le déversoir de la société de consommation, hein. Il n'y a pas besoin d'aller au Ghana pour voir des montagnes de textiles, hein. Moi, j'ai dirigé un groupe Emmaüs dans une autre vie. J'avais des pyramides de sacs de vêtements. C'est dément. Il faut que ça s'arrête. Pour parler du législateur, il va dans votre sens aujourd'hui, vous trouvez ? Alors, il y a des choses positives. Nous, on considère que les politiques publiques de soutien au réemploi solidaire ne sont pas au niveau aujourd'hui. On a besoin d'avoir des investissements, notamment sur des projets collectifs, des villages du réemploi solidaire. Alors, il y a des choses... on a besoin que les éco-organismes financent beaucoup plus. Hein. Les éco-organismes et le principe pollueur-payeur. Aujourd'hui, voilà, c'est quelques pourcents du financement des ressourceries. Ça devrait être beaucoup plus. Alors, il y a... Elisabeth Borne, avant de partir, a lancé une inspection de Bercy sur le fonctionnement des éco-organismes. On espère que ça va vraiment faire bouger les lignes. Mais aujourd'hui, on n'est pas au niveau de l'enjeu. Sur la filière meuble, on est à 5% de réemploi. Voilà. Et le réemploi solidaire, pour nous, c'est aussi un formidable levier de mobilisation de la société civile. Voilà. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ça permet aux citoyens de s'emparer de ces sujets-là, d'agir, de délibérer, de se dire qu'ils sont concernés. C'est pour ça que le tissu associatif du réemploi solidaire, il est hyper précieux pour faire la transition écologique et sociale. On n'en a pas parlé, ça crée de l'emploi aussi au niveau local, le réemploi solidaire. Absolument, des emplois non délocalisables, 7000 salariés, 5000 bénévoles, ça pourrait être beaucoup plus. Donc oui, ce sont des emplois aussi pour des personnes en insertion, donc qui ont quitté le marché de l'emploi depuis longtemps, qui sont accompagnés vers une reprise d'activité. C'est aussi on a autant de bénévoles, 5000 bénévoles, ce sont des personnes âgées qui reviennent dans les ressourceries et recycleries, qui disent « je reprends goût à la vie ». Voilà, parce que y en a qui trient les livres, d'autres qui apprennent à tricoter à des jeunes, voilà, et d'autres qui s'occupent des jouets des enfants. Enfin, c'est aussi, on a un enjeu collectif de changer de projet de société quand même. Société de consommation, de surproduction, et c'est quoi la suite en fait? Alors nous, la suite qu'on propose, c'est moins de biens. Cette union-là dont je parlais, cette union des acteurs du secteur, elle peut vous aider à atteindre ces objectifs-là? Absolument. Alors elle nous aide déjà à dire au grand public, s'il vous plaît, ne faites pas la confusion. Hein. Le réemploi solidaire, c'est pas le réemploi lucratif. Et d'expliquer les différences. On n'a pas d'actionnaires, on est en circuit court. Nous, on n'achète pas nos téléphones aux États-Unis, on les fait pas reconditionner en Pologne pour les vendre à Sarcelles. Hein. Tout est fait localement. Ouais. On a aussi une gouvernance partagée. On entre bénévole, on peut finir président. Quand vous entrez au 7e étage de la Samaritaine avec son rayon vintage, vous ne finirez pas PDG de la Samaritaine. Donc voilà, c'est de dire, voilà, c'est différent. Donc ça, c'est le grand public. Pour les pouvoirs publics, c'est de leur dire, nous considérons que le réemploi solidaire est un modèle d'avenir. Parce qu'il est ancré localement, parce qu'il mobilise la société civile, parce qu'il prône la sobriété, parce qu'il propose aussi de gérer le partage. Et ça, c'est l'avenir. L'avenir, c'est pas Elon Musk qui nous envoie tous sur Mars parce que la Terre est détruite. Hein, non mais c'est ça. Donc, non seulement on considère qu'on a fait nos preuves par le passé, mais que si on nous donnait les moyens de développer nos activités compte tenu de l'engouement des citoyens sur les territoires. Voilà, en Bretagne, c'est des anthropologues qui reviennent de l'humanitaire qui créent à Vannes une ressourcerie. Là-bas, c'est une journaliste qui en a marre, peut-être vous demain d'ailleurs, qui décide de créer une ressourcerie. Là-bas, c'est un ancien industriel. Et puis là, c'est des jeunes diplômés. Enfin,
si on donnait les moyens à la société civile aujourd'hui de s'emparer de ces sujets, notamment au travers du réemploi solidaire, on pourrait changer l'ambiance du pays. Voilà. Les enjeux sont différents pour parler de vous, là, plus précisément, les enjeux aujourd'hui pour les ressourceries et recycleries en France. C'est quoi les enjeux, nos enjeux, les challenges? Alors, je sais que Guillaume Balas a été invité récemment, il a parlé de la question des gisements, il a bien fait. C'est-à-dire, si le secteur privé arrive massivement dopé à coups de millions d'euros et écrème les gisements et nous laisse le reste, on ne va pas survivre. On a un enjeu de solvabilisation. On a une hétérogénéité du soutien des collectivités locales. Il y en a qui mettent 4 millions d'euros pour une ressourcerie et puis d'autres qui ne donnent rien parce qu'il n'y a pas de cadre. Aujourd'hui, l'argent public pour le traitement des déchets, il est concentré sur l'incinération et l'enfouissement qui sont non prioritaires par rapport au réemploi. Et donc, il y a l'enjeu de faire une bascule de financement pour développer massivement le réemploi. Quand vous allez dans Paris, vous avez 99 boutiques de neuf et une boutique de réemploi. Il ne faut pas imaginer qu'on va faire une bascule vers le réemploi s'il n'est pas visible dans l'espace public. Voyez. Donc, nous, on a vraiment cette question de gisement, cet enjeu de solvabilisation, l'enjeu de pouvoir développer nos actions de sensibilisation, puisque une fonction essentielle d'une ressourcerie, c'est la sensibilisation. On fait des ateliers dans les écoles, on fait des ateliers d'autoréparation. On sait que quand les gens réparent leurs objets, ils en prennent soin. Et puis ils se disent, si je prends soin de celui-là, je prends soin du autre. Donc je vais moins jeter. Et puis je vais plus réparer. Donc tout ça, ça demande aussi des moyens. Alors, ça n'épuise pas le sujet. Je pense que vous avez vu la merveilleuse campagne de l'ADEME sur les dévendeurs. Génial. Utilisons les ressorts de la publicité pour aussi collectivement se dire, il faut qu'on fasse un pas de côté. Voilà. Donc enjeu de solvabilisation, enjeu de développement des métiers. On va lancer avec l'URS, on lance l'école du réemploi solidaire. Là, il y a un gros potentiel de développement de métiers, de titres professionnels et d'emploi. Donc la question des compétences, on sait qu'on manque de compétences en réparation aujourd'hui. Voilà, mais cet enjeu de solvabilisation et des gisements, c'est les deux piliers fondamentaux de notre union. Merci beaucoup Catherine Mechcourt, dit Maria, d'être venue sur le plateau de Smart Impact aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la secrétaire générale du Réseau national des ressourceries et recycleries. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir fait de la pédagogie. Vous parliez de sensibiliser, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui à ce sujet du réemploi solidaire. Merci d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au débat. Smart Impact, le débat RSE, comment se portent nos prairies françaises? Eh bien, c'est pour répondre à cette question que l'Institut de l'élevage et les chambres d'agriculture France ont créé l'Observatoire national de la pousse de l'herbe. Objectif principal, augmenter la fiabilité des indices de croissance de l'herbe dans nos prairies. Ils sont principalement utilisés par les compagnies d'assurance, on en reparlera. Nos invités aujourd'hui sont Marianne Dazémar, chargée de projet à l'Institut de l'élevage. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Olivier Dupierre nous accompagne également, coordinateur pôle approche globale et référent système agricole à la Chambre d'agriculture France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être là. Olivier Dupierre, ma première question sera peut-être pour vous. J'ai envie de vous la poser, cette question. Comment vont nos prairies en France? C'était comme ça que je commençais en préambule de cette émission. À l'heure, en effet, des aléas climatiques de ces dernières années. Elles vont plutôt bien ou pas? On va commencer là-dessus. C'est compliqué de répondre sur une campagne donnée. Nos prairies, elles restent extrêmement importantes en France. C'est un peu plus de 11 millions d'hectares de prairies, à peu près 41% de la surface agricole. C'est des prairies qui souffrent quand même dans le temps et qui ont un gros enjeu d'adaptation demain là, dans le contexte du changement climatique. On a connu ces dernières années des très bonnes campagnes fourragères avec une bonne productivité de nos prairies sur la campagne 2021 par exemple. Et tout de suite, une année suivante, 2022, où on a connu une très forte sécheresse sur l'ensemble des bassins de production. Et donc, ils mettent à mal un certain nombre de prairies sur différents territoires, dans des contextes évidemment pédoclimatiques très variés en France. Pour continuer de faire de la pédagogie, elles servent à quoi, nos prairies, en France ? Alors très majoritairement, nos prairies, qu'elles soient permanentes ou temporaires, elles servent d'abord à alimenter des animaux, à alimenter des herbivores, majoritairement des ruminants, et notamment des ruminants qui soient laitiers ou allaitants, donc les bovins, les ovins, les caprins, pour ne citer que. Très bien. Marianne Dazémar, de quel constat il est né cet observatoire de la pousse de l'herbe? Un peu ce que disait Olivier Dupierre. Oui. Il est parti du constat en fait que donc dans le cadre du coup de l'assurance récolte dans le cadre de la... Oui. Pardon. Oui, allez-y, continuez. En fait, du coup, ça fait plusieurs années qu'on a des aléas climatiques sur les prairies. Actuellement, et même depuis plusieurs années, on a des systèmes d'assurance récolte qui, à la base, étaient basés sur différents systèmes, avec du coup une assurance récolte basée sur des indices satellitaires.
Ce qui s'est passé en fait en 2022, il y a eu une réforme de l'assurance récolte qui a donné plus de poids aux indices satellitaires utilisés dans le cadre de l'assurance récolte. Il faut savoir du coup que sur les prairies, c'est très compliqué d'estimer les pertes en rendement, vu que les prairies du coup sont consommées directement en champ et que donc c'est pour ça qu'on a besoin de cet indice satellitaire. D'accord. Et que du coup dans le cadre de l'assurance récolte, il va y avoir du coup une plus grande utilisation de ces indices. Voilà. Et c'est également parti d'un constat en 2022 qu'il y a eu en fait parfois des écarts entre les observations de terrain et du coup les indices utilisés et habilités par le ministère de l'Agriculture. Mais là, si je comprends bien, on parle de fiabilité de cet indice. Ça veut dire qu'il n'était pas fiable, Olivier Dupierre? Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il n'était pas fiable. Un indice, évidemment, c'est un modèle construit qui a été testé entre 2016 et 2019 par l'Institut de l'élevage notamment, la CNE, dans nos stations expérimentales, dans différents contextes pédoclimatiques. Évidemment, le contexte français et la diversité des contextes prairiaux et la difficulté, Marianne l'évoquait, de mesure de cette prairie qui est pâturée, donc c'est pas comme un champ de blé où on va récolter X quantité de grains, il est extrêmement difficile à apprécier, donc je pense que on se doit aussi de doter de références dans une grande diversité de contextes et sous différentes campagnes climatiques, cet indice pour le fiabiliser au maximum et pousser évidemment à assurer les prairies dans un contexte de changement climatique. Parce que pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle fréquence les mesures sont réalisées exactement dans les prairies. Alors, on peut peut-être un peu parler du coup plus partie protocole. Donc, en fait, les mesures, elles sont réalisées à l'herbomètre. Donc, on parlera après de ce qu'est un herbomètre. Elles sont réalisées du 1er février au 31 octobre, puisque c'est la période de production des indices satellitaires, et tous les 10 jours maximum. Donc, du 1er février au 31 octobre, tous les 10 jours, nous avons des remontées terrain grâce à l'herbomètre connecté et aux opérateurs habilités dans le cadre de l'Observatoire de la pousse de l'herbe. Et l'herbomètre, alors ? Donc, l'herbomètre, c'est un outil qui permet de mesurer la quantité d'herbe disponible dans les parcelles. Donc, je pense que vous afficherez du coup à l'écran une image. Donc, c'est un système sur pied avec un plateau qui va coulisser. L'objectif, c'est de prendre un échantillon de points de mesure dans la parcelle afin d'en mesurer la hauteur moyenne. Et en appliquant en fait une densité d'herbe, on va pouvoir du coup estimer la quantité d'herbe disponible dans la parcelle. C'est à la fois un outil de gestion de l'herbe et d'anticipation de la campagne. Donc c'est intéressant, Olivier Dupierre. Derrière ça, là, il y a un protocole scientifique très, très chiadé, quoi. Oui, on insiste beaucoup là-dessus. Pour fiabiliser un indice, évidemment, on a besoin d'avoir de la donnée en quantité, fiable, dans le temps aussi. On le précise, cet observatoire, il est déployé minimum pour une durée de 5 années. L'intérêt, c'est de comparer les campagnes l'une à l'autre. Et donc, on a des parcelles de prairies mesurées en France, d'une diversité de régions fourragères, qui vont être suivis sur l'ensemble des 5 années et de maintenir dans le temps cette mesure-là avec des opérateurs qui sont formés, habilités. Marianne l'a reprécisé, sur des protocoles qui sont lourds du 1er février au 31 octobre avec cet herbomètre pour minimiser le biais mesureur et vraiment avoir le même matériel partout en France avec un même protocole. Parce que là, l'enjeu, il est pour qui ? Les éleveurs, les assureurs, on en parlait tout à l'heure, l'État, même la société civile. C'est un enjeu pour tout le monde, cette fiabilisation de ces données-là, de nos prairies ? Je pense que c'est vraiment un enjeu pour tout le monde. Dans un premier temps, je dirais que c'est un enjeu pour les éleveurs. Évidemment, il y a des problématiques, il y a des questions de revenus, de renouvellement des générations, de maintien de l'élevage dans les territoires. Donc l'adaptation des systèmes d'élevage au changement climatique, elle est clé. La question de l'assurance est évidemment clé. Donc je pense que tous les maillons, que ce soit l'État, les assureurs, les éleveurs ou nous en tant que structure accompagnatrice, on a évidemment tout intérêt à ce que ce système fonctionne et fonctionne au mieux dans la diversité des territoires. On donne des solutions aussi, un observatoire, on observe, voilà, on recense. Est-ce qu'on donne des solutions notamment à ces éleveurs ? Alors oui, nous, dans le cadre de l'Observatoire, on a évidemment donc un objectif de restituer cette donnée aux éleveurs, donc à chaque passage qui va être réalisé. Et on a aussi, il y a l'objectif en lien avec la demande du ministère et de l'Agriculture par rapport à la fiabilisation des indices, mais nous, on a aussi, nous, en tant qu'institut de recherche et également avec les chambres, un objectif de création de références autour du pilotage de la prairie.
On en parle depuis tout à l'heure, vous parlez selon les différents territoires, et c'est vrai, tous les territoires ne sont pas les mêmes, ne se ressemblent pas. Est-ce que, je ne sais pas, cet observatoire il va se concentrer sur des régions un peu plus en particulier, lesquelles sont un peu critiques en ce moment? Je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça. Alors, je crois qu'elles sont toutes critiques. Ouais. Les régions, évidemment, elles ne vivent pas les mêmes aléas climatiques. Néanmoins, on avait quand même un objectif de couvrir la majeure partie du territoire. Donc toutes les régions administratives, on va dire, sont couvertes aujourd'hui par cet observatoire. D'accord. En dehors des territoires où on n'a pas pu, soit faute d'élevage disponible, à l'image de l'Île-de-France, mais aussi des territoires de l'arc méditerranéen et de la Corse, puisque le protocole scientifique strict qui nous impose d'avoir des mesures sur des prairies pâturées, sur des dimensions, des conformations de parcelles spécifiques, dans ces régions-là qui misent plutôt sur le pastoralisme notamment, on n'a pas pu aller positionner des mesures dans ce contexte-là. On aura sûrement l'occasion de faire d'autres types de protocoles pour ces zones-là, mais notre objectif était vraiment de couvrir l'ensemble des régions. Donc on a positionné des suivis de ferme sur l'ensemble des zones fourragères de différentes régions administratives. Les objectifs alors de cet observatoire, si on devait les résumer, Marianne? Fiabiliser l'indice satellitaire utilisé dans le cadre de l'assurance récolte et produire des références sur les systèmes prairies, le pilotage des prairies, la croissance à l'échelle. Alors, le gros atout, c'est qu'il y a un protocole homogène en fait, qui va vraiment pas permettre de lisser en fait, toutes les références qui vont remonter de cet observatoire. Ce qui n'était pas le cas avant, hein, c'est ça? Ce qui était plus ou moins le cas, mais là, on a vraiment la garantie. On met en place un process qualité que nous, en fait, les coordinateurs, vérifions. Donc voilà, il y a un peu ce côté process, protocole homogène et en plus vérifié, qui va permettre du coup de fiabiliser l'indice et en même temps de récupérer de la donnée homogène pour créer des références. Combien de personnes travaillent dans cet observatoire actuellement? Beaucoup. Beaucoup, oui. C'est à peu près 350 exploitations, donc on a à peu près 5 à 6 personnes qui travaillent à l'échelle nationale sur la coordination. Et après, c'est très variable en fonction des territoires, mais on a plus de 60 organismes aujourd'hui impliqués. Donc pour nos organisations, et notamment Chambre d'agriculture, on a beaucoup d'acteurs mobilisés sur le terrain. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, il faut que ça marche. Ouais. Et donc on aura aussi, via le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, la mise en place d'une certification externe qui certifiera l'application de ce protocole et le respect de l'ensemble des règles qu'on s'est fixées collectivement. C'est ce que j'allais dire, vous vous sentez soutenu aujourd'hui par les politiques publiques ? Plutôt, c'est la difficulté de notre travail, c'est qu'il y a une exigence de la part du ministère de l'Agriculture dans l'application de ce protocole et dans le déploiement de cet observatoire. Et je pense qu'on est aussi conscients, nous, dans notre gouvernance professionnelle, des enjeux nécessaires. Et donc, encore une fois, ça doit servir tout le monde. Et donc, on se doit d'appliquer cette rigueur collectivement aux différents échelons. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cet observatoire, d'avoir fait un point sur l'état de nos prairies. Olivier Dupierre, je rappelle, vous êtes coordinateur pôle approche globale et référent système agricole à la Chambre d'agriculture France, et Marianne Dazémar, chargée de projet à l'Institut de l'élevage. Merci à tous les deux. Merci. On termine comme d'habitude cette émission par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle d'Antoine Dutheilleul, cofondateur de B2Green, le partenaire vélo des entreprises et des salariés. Sa mission, accompagner les sociétés dans leurs projets de mobilité et les collaborateurs dans l'achat, la location ou encore l'utilisation de leurs deux roues. Bonjour Antoine. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Impact. Que propose exactement B2Green aux entreprises, à leurs salariés? Vous parlez de solutions de mobilité. Vous n'êtes pas une plateforme de location de vélo non plus, c'est pas exactement ça. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ça peut l'être dans certains cas. Notre accompagnement, il est beaucoup plus global. Ouais. Aujourd'hui, l'entreprise a 4 ans. Nous, ça fait 4 ans qu'on fait du change management justement sur ces sujets de mobilité douce et de micro-mobilité. Donc notre mission, c'est d'abord d'intégrer ces plans de mobilité douce dans les entreprises, faire de l'évangélisation auprès des équipes RSE, équipes RH, pour qu'ils puissent mettre en place un remboursement pour l'utilisation d'une mobilité douce, principalement du vélo, de la trottinette, de l'EDPM. Donc on a ce premier rôle, c'est de mettre en place ce genre de projet. Le deuxième, c'est une fois qu'on l'a mis en place, accompagner les collaborateurs. Et quand on accompagne les collaborateurs, au début on pensait que mettre uniquement des vélos à disposition sur une plateforme allait fonctionner. Finalement on s'est rendu compte que l'accompagnement, débunker l'ensemble on va dire des limites ou des freins pour se mettre à la mobilité douce, c'était quelque chose d'aussi important
que le financement de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est quoi les freins aujourd'hui ? En fait, les freins, ils sont assez simples pour une nouvelle pratique. Ça va être la peur, ça va être la peur de plein de choses. La peur du vol, la peur de l'accident, ça va être tout simplement la peur de suer quand on voilà, et la méconnaissance aussi de l'outil, puisque on sait à peu près tous faire du vélo, mais on ne l'utilise pas au quotidien. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps. Et donc, nous, notre rôle, en tout cas chez Bitourine, c'est de suivre cette croissance et d'accompagner en interne les décisionnaires, mais aussi les collaborateurs qui, eux, vont devoir et ou ont la possibilité de se mettre à la mobilité douce. Ouais. L'idée, c'est que le projet soit 360 et qu'on n'oublie pas une étape. Voilà. Mais c'est intéressant, il y a encore un travail à faire. C'est vrai que quand on se balade, ne serait-ce que dans les rues de Paris, on a l'impression que les gens ont clairement opté, ça y est, pour le vélo, pour aller au travail. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas encore complètement le cas et qu'il faut encore faire de la pédagogie sur ce sujet. Alors oui, en termes de chiffres, alors même si le vélo a dépassé la voiture à Paris, ce qui est une très très bonne nouvelle, on a eu les derniers résultats le mois dernier. On est encore très loin des pays nordiques en Europe, comme les Pays-Bas ou le Danemark, où là on est plutôt un travailleur sur deux qui prennent leur vélo pour aller au travail. Là, en France, enfin en tout cas à Paris, sur les derniers chiffres, on est à plus de 10%. Donc la marche est encore haute, on accélère et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en plein boom, mais on reste quand même sur des multiples qui sont plutôt modestes. Encore une fois, c'est normal, ces pays-là nordiques ont mis plus de 30 ans à atteindre ces niveaux-là. Donc nous, c'est pas en 4 années post-Covid qu'on va réussir à rattraper et que tout va être parfait dans l'environnement du cycliste. Il y a encore plein de choses à faire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on organise des ateliers sur la sécurité, qu'on accompagne un maximum les collaborateurs pour éviter le vol. Oui. Et donc c'est tout cet écosystème d'utiliser un vélo tous les jours qu'on essaye de retranscrire auprès des gens qu'on accompagne. Voilà. Côté entreprise, vous disiez vous alliez voir les comités RSE. Moi, j'ai une question. Est-ce que les entreprises, elles ont, je ne sais pas, des éventuelles obligations justement sur cette promotion du vélo, de la mobilité durable ? Voilà, parce qu'on sait que les entreprises sont parfois très pragmatiques et il faut juste leur dire, en fait, c'est presque une obligation de votre part de proposer cette solution-là. Comment on arrive à les convaincre ? Alors, le premier, c'est que pour les entreprises de plus de 50 salariés, lors des négociations annuelles obligatoires, vous êtes obligé de mettre en sujet la mobilité. D'accord. Donc ça, ils sont obligés d'en discuter. Voilà. Après, il y a discuter et on en parle, on en fait un sujet, puis après, voilà. Nous, l'objectif, c'est quoi ? C'est sur un sujet aussi important que la mobilité douce en entreprise. Dans les entreprises de services, c'est à peu près 30% des gaz à effet de serre. Les trajets domicile-travail, donc c'est énorme et il faut mettre quelque chose en place. Donc, on essaye, en tout cas chez Bitourine, avec les différents partenaires avec lesquels on travaille, des entreprises qui voudraient réduire leur impact carbone. Exactement, voilà. C'est d'essayer de trouver du retour sur investissement sur ces plans-là. Donc, il y a évidemment le retard côté salarié, la productivité, donc il y a des chiffres qui sortent et on s'appuie là-dessus. Il y a aussi la décarbonation, moins émettre de gaz à effet de serre, ça c'est un vrai sujet pour les entreprises et encore plus pour les grosses entreprises aujourd'hui. Donc, avec des indicateurs, et c'est tout là l'enjeu, on essaye de rationaliser la mise en place d'un plan vélo dans l'entreprise, et c'est tout le combat qu'on mène aujourd'hui, et c'est ce qui le rend intéressant et challengeant. Très rapidement, en 30 secondes, je voulais vous poser la question, vous êtes partenaire de l'événement Mea Vélo, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Alors on l'organise avec une solution qui s'appelle GeoVélo, qui est un GPS vélo, et pas que, et donc tous les collaborateurs qu'on accompagne sont invités à s'inscrire sur l'environnement B2Green mais à vélo avec GeoVélo et donc on met en place un concours des collaborateurs qui pédalent le plus du 1er mai au 31 mai et donc on a prévu plein de cadeaux et plein de choses pour eux, pour ceux qui terminent dans les premières places. Voilà. Merci beaucoup Antoine Dutheilleul d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de B2Green. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact sur Bismart. À très vite. Salut.